petite intro. Vas-y. OK. Alors, ben, ce soir, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de présenter comme conférence. Euh, Gaël, que tout le monde connaît, je pense, soit par ses navigations, soit par le rallye du Saint-Laurent ou par stratégie nautique. Il s'est offert gracieusement pour nous présenter deux voileux qui sont très touchés par l'environnement. Donc, au lieu que lui fasse sa conférence sur Anticosti, qu'il va nous faire l'année prochaine, on ne le laisse pas partir comme ça. Alors, je le laisse présenter Damien et Aline. Super, merci Daniel. Mais comme Daniel le disait, je devais faire une conférence ce soir sur Anticosti, un lieu que j'ai vraiment apprécié, autour duquel j'ai vraiment apprécié naviguer au cours des années précédentes. Moi, je vais être encore là l'année prochaine pour vous parler de cette île-là, mais Damien et Aline ne seront plus là. Donc, j'ai choisi de laisser ma place, les places qui sont de plus en plus convoitées d'ailleurs pour les mercredis soirs de la CONAM par plein de monde du nautisme, plein de voyageurs qui ont des voyages à raconter. Écoutez, c'est pas compliqué. Je suis tombé en amour avec le projet de Scie de plastique avant même de rencontrer Damien et Aline, qui ont accepté de participer à notre rallye croisière pour sensibiliser les plaisanciers puis les gens qui participaient au rallye aux défis des microplastiques et puis raconter leur voyage et puis en quelque sorte la mission qu'ils se sont lancés de sensibilisation, mais aussi de mesures. Ils vont nous en parler dans quelques minutes. Dans le cadre du rallye, on s'est régalé, on s'est liés d'amitié. Maintenant, Damien et moi travaillons ensemble au sein de Stratégie Nautique en offrant des services de consultation. On travaille aussi physiquement sur différents bateaux au Vieux-Port de Québec. Et puis, notre histoire d'amitié continue à se tisser avec Damien et Aline. Bientôt, ils vont partir au printemps. Je ne sais pas comment je vais être capable de vivre avec leur départ, mais en attendant, j'en profite et puis je vous les présente. Alors, Damien et Aline, qui viennent de s'installer à Montréal pour l'hiver, j'ai hâte que vous nous racontiez, toute la gang de la CONAM, votre voyage. Super. Merci Gaël pour cette belle introduction. Et puis merci à la CONAM aussi d'avoir accepté le défi que Gaël leur a. Allô, vous m'entendez? Je pense que oui, là on t'entend. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Merci. Et Aline qui a coupé le micro. Donc, je vais tout de suite vous partager notre écran. Et puis, en fait, on va d'abord commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Damien, j'ai 30 ans. Et puis, j'ai rencontré Aline il y a 5 ans maintenant environ, presque 6 maintenant, sur un stage en voile en Bretagne. Et puis, très, très vite, dès le début de notre histoire, on s'est dit, tiens, on va partir voyager en bateau autour du monde. Donc, on était assez jeunes à l'époque encore. On avait la vingtaine. Enfin, Aline a toujours la vingtaine. Laisse-moi me présenter aussi. Et puis, elle va vous raconter ce qui s'est passé dans notre tête. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Aline, j'ai 28 ans. Je suis architecte. Et il y a 3 ans, 2 ans et demi, en mai 2019, on a décidé de faire la folie d'acheter notre propre voilier. Alors, on n'avait pas un budget énorme, donc on a acheté un voilier, une bonne base, mais qui n'était pas en très bon état. Et puis, on l'a rénové pendant 1 an. Et puis, on a décidé de créer un projet de voyage, mais on voulait que ce voyage ait du sens. Et donc, on a créé le projet Scie de plastique, qui est un tour de l'Atlantique à la voile pour sensibiliser à la pollution plastique des océans. Donc, on s'est défini 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de l'échantillonnage de microplastiques tout au long du voyage. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser à la pollution plastique des océans. Et puis, pour terminer, le troisième objectif, c'est le défi de faire un tour de l'Atlantique à la voile, tant sportivement que humainement. Et puis, donc on a quitté, parce qu'on est belge, je ne sais pas si on avait précisé, donc on a acheté notre bateau à Bruxelles. Il y a un petit port au milieu de la Belgique et on l'a rénové là-bas.
Et en juillet 2020, on est parti de Bruxelles et on a d'abord longé toutes les côtes européennes, puis on a traversé vers Madère, vers les îles Canaries. En décembre 2020, on a traversé l'Atlantique vers les Petites Antilles. Et puis en mai 2021, on a traversé pendant 2 semaines vers New York. Puis on est arrivé par le canal Champlain au Québec, où on a passé tout l'été là-bas. Alors, ben voilà, on a 3 objectifs. Le premier, c'est l'échantillonnage de microplastiques. Pourquoi est-ce qu'on s'est fixé cet objectif? C'est parce qu'on avait envie d'agir contre les microplastiques dans les océans. Et ça nous tracassait vraiment beaucoup, mais plutôt que juste sensibiliser, juste vendre de la parole, on avait envie de faire des actes concrets. Et du coup, on a un peu fait des recherches et on a trouvé une association suisse qui s'appelle Ocean Eye, avec laquelle on s'est lié d'intérêt et puis d'amitié pour faire cet échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, comment est-ce que ça se passe? On va tirer sur le côté de notre bateau. Pourquoi sur le côté? Pour que le sillage du bateau ne chasse pas les microplastiques. Une sorte de chalut. Donc, c'est une structure métallique flottante qui s'appelle une manta trawl, donc comme une raie manta, qu'on va tirer sur le côté de notre bateau pendant 30 minutes. Donc, vous voyez, il y a d'abord une structure métallique, puis un filet. Et à l'extrémité du filet, il y a l'extrémité qu'on peut détacher. Cette extrémité s'appelle une chaussette. Et donc, en fait, toutes les matières qui flottent sur les 15 premiers centimètres de la couche d'eau vont venir s'accumuler au bout de cette chaussette. Ensuite, nous, à la fin de notre échantillon, qui dure en moyenne 30 minutes, on va récolter cette chaussette. On va la conditionner avant de l'envoyer à un laboratoire qui est situé en Suisse, dans les bureaux d'Ocean Eye. Et eux vont analyser cette chaussette et ils vont voir tout ce qui flottait à la surface. Alors, bien heureusement, il n'y a pas que des microplastiques. Il y a aussi toute de la matière organique, des planctons, des algues. Mais alors, si on a en eau douce, ça peut aussi être ou proche des côtes, ça peut être des feuilles, des petits branchages, des tas de choses. Écoutez, je vous interromps quelques secondes parce que je l'ai avec moi, votre manta trawl. Si ça vous intéresse, je peux vous la montrer pour vous donner une idée de l'échelle de la patente. Bonne idée. Tu peux partager ton écran, Damien, s'il te plaît? Ah oui, un instant, Là. Alors, pour vous donner une idée, ça, c'est l'espèce de long filet qui se déploie derrière. Et puis, vous voyez, c'est quand même substantiel comme bébelle. Alors, vous voyez, je ne suis même pas capable de me reculer assez pour pouvoir vous la montrer tout entière. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'ils doivent déployer d'une part, mais surtout récupérer après. Alors, je vous laisse. Merci pour cette belle intervention, Gaël. Donc, voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet échantillon après? Une fois qu'il est analysé chez Ocean Eye en Suisse, ils vont donc, avec des petites pinces à épiler, prendre tout ce qui reste et les trier par différentes sortes de microplastiques, les sécher, puis les peser. Puis après, ils vont établir une cartographie d'état de santé de nos océans, en fait. Et cette cartographie, elle n'est pas juste disponible pour faire joli sur le web. En fait, elle est donnée en fait, au département environnement des Nations Unies, qui, elle, va centraliser toutes les données de toutes les associations qui font des recherches à ce sujet-là et qui va créer une base de données pour tous les chercheurs qui s'intéressent un peu à cette énorme problématique des microplastiques. Donc là, vous voyez une carte des échantillons qui ont déjà été réalisés par Ocean Eye.
Alors, il y a des points gris, on peut se demander ce que c'est. C'est des échantillons qui ont déjà été faits mais qui ne sont pas analysés. Et puis après, on a toute la patente de couleur qui va de vert à rouge en fonction d'une faible concentration en microplastique jusqu'à une haute concentration, là où il faut un peu plus s'inquiéter. Donc là, on voit en photo un peu ce que Gaël vient de vous montrer. Et par exemple, dans la photo en bas à droite, on voit que c'est un échantillon qui a été fait en haute mer. Et puis, déjà, à l'œil nu, après seulement 30 minutes de chalut, on peut voir des petits morceaux bleus, des petits morceaux roses, des petits morceaux verts. Et ça, c'est tout des microplastiques. Donc, les microplastiques, c'est tous ceux qui ont une taille entre 5 et 0,3 mm. Du coup, on peut les observer déjà à l'œil nu. Nous, durant notre voyage, on a fait 39 échantillons qui ont été valides, puis une dizaine qui n'étaient pas valides parce qu'on restait, il y avait des soucis au niveau de la validité, donc de la prise d'échantillons. Et puis, sur ces 39 qui sont validés, qui ont été envoyés à OceanEye, il y en a 13 qui ont déjà été analysés, donc on a les résultats. Et donc, c'est le début de notre voyage entre la Bretagne et puis Madère. On peut voir les différentes concentrations et notamment la photo qui était dans le slide précédent. On voyait à l'œil nu les microplastiques. C'était en fait après 2 jours de navigation au milieu du golfe de Gascogne. Et on voit en fait que c'est seulement orange par rapport... il y a des endroits qui sont bien pires comme en Bretagne, par exemple. Ensuite, là, je parle beaucoup d'échantillonnage scientifique, mais si on remet un peu plus ça en concret, d'un point de vue humain, on a essayé de faire tous des échantillons pendant la traversée de l'Atlantique, qui a duré 22 jours et demi, puisqu'on est parti des Canaries. Et puis, il y a tout un protocole à respecter, notamment, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 nœuds de vent. Et il faut que la mer soit relativement calme. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu parce que pendant notre transat, en fait, on a eu presque tout le temps au-dessus de 25 nœuds de vent, parfois jusqu'à 45 nœuds. Du coup, Gaël vous a montré là, un peu le volume que c'était. En fait, on se mettait parfois vraiment en danger pour récupérer le filet parce que ça crée une traînée énorme et puis il faut le remonter à la main sur le bateau sans rien briser. Du coup, c'est un peu un défi en soi quand la mer est formée et qu'il y a beaucoup de vent de réaliser ces échantillons. Alors, un autre fléau, pour tous ceux qui ont déjà navigué dans les Caraïbes, ils doivent connaître ça, c'est la problématique des sargasses. Les sargasses, c'est des algues flottantes qui en fait prolifèrent dangereusement pour le moment. Et puis, ça crée des sortes de grosses plaques flottantes. Et nous, comme on filtre l'eau de surface, c'est vraiment dérangeant, puisqu'au lieu de se remplir uniquement de petits microplastiques et de petits planctons, en fait, on remplit l'entièreté de notre filet avec des sargasses. Et du coup, notre échantillon, je vous en parlais tantôt, il n'est pas valide, donc on ne peut pas l'utiliser pour la recherche scientifique. Donc ça a duré toute la navigation dans les eaux des Caraïbes. Et puis, il y a le courant du Gulf Stream, en fait, qui, comme vous le savez tous, j'espère, qui remonte la côte et puis qui s'en va vers l'Europe. Et donc, on pensait qu'en traversant un peu en direct vers New York, on s'en écarterait du courant et donc on s'écarterait des sargasses. Mais en fait, pas du tout. Les sargasses ont continué assez fort au nord et ça on a essayé de faire des échantillons, ça n'a pas toujours marché, parfois ça a marché, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'on a traversé une des fameuses gires de microplastiques qui se situe en Atlantique Nord. Donc dans chaque océan, sur chaque hémisphère, il y a des gires de microplastiques, donc c'est dû au courant marin. Il y a une accumulation des crasses au centre, un peu comme le tourbillon d'un bain. Tous les plastiques en suspension ils vont venir s'accumuler au centre de cette gire.
Et puis, comme vous le voyez sur le graphique, entre les Caraïbes et puis New York, eh ben, on traversait cette gire. On ne voit Et pas très donc, bien votre image de gire. On dirait que si tu veux avancer et reculer peut-être de slide, je ne sais pas, on dirait que c'est pas dramatique, mais vu d'ici, on dirait qu'il y a un bug avec cette image. Ah, voilà, ouais. ah, Là, on voilà, voit ben, mieux. je vais zoomer un peu là. Ce sera... Oups, j'ai un peu trop zoomé. Oh là, oh là, oh là, oh là. Super, merci beaucoup. Voilà, comme ça. Donc, on va la reprendre. Les Antilles sont ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Affirmatif. Ah, ok. Donc, les Antilles sont ici. Et puis, nous, on traversait Drette-la-Pouf jusqu'à New York. Et donc, on traversait un peu cette zone d'accumulation qui est plus grise sur la carte. Et puis, c'est vraiment intéressant en fait, de prendre des mesures. Pourquoi? En fait, pour confronter le modèle qui est réalisé mathématiquement avec la réalité des prises de mesure. Et puis, en fait, les sargasses nous ont vraiment fort dérangés. Mais même dans ces échantillons qui n'étaient pas valides, puisqu'elles étaient pleines de sargasses, on a vu des plastiques en quantité extraordinaire du côté négatif. Et donc, c'est exactement ça qu'on peut voir dans les photos ici autour de nous. Donc, à main nue, on peut voir une quantité extraordinaire en quelques minutes, parfois en 5 minutes. On était plein de microplastiques qui ont une incidence élevée sur l'écosystème marin. Écoute, j'ai une question de notre ami Benjamin Campin qui nous demande quelle était la durée de vos prises d'échantillons? Parce que là, tu dis que tu accumules ça en quelques minutes, tu avais une poignée de plastique, mais pendant combien de temps tu devais échantillonner à chaque prélèvement? Ou vous deviez, pardon? Bonjour Benjamin, d'abord, je suis content que tu sois là, puisqu'on a eu l'occasion de naviguer ensemble cet été. Du coup, effectivement, comme le dit Lynn, le protocole conseille 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Pour pouvoir en fait comparer les différents échantillons entre eux. Parce que si chacun fait des durées différentes, on ne sait pas comparer les données entre elles. Après, on a un débitmètre qui est installé sur le filet qui permet de mesurer la quantité d'eau qui passe par le filet. Donc, en fait, on va inscrire dans un fichier Excel différentes données quand on prend l'échantillon. On inscrit les coordonnées géographiques au début et à la fin de l'échantillon. Puis, on mesure la distance en milles. On donne le courant. Il y a le débitmètre aussi qui mesure la quantité d'eau qui passe à travers le filet. Et donc, avec toutes ces données, ça permet de confirmer un peu combien d'eau a été filtrée pour pouvoir justement comparer les échantillons entre eux. Et vérifier qu'ils soient valides. Ouais. Puisque je parlais des échantillons invalides au début, c'est tout à fait cohérent. Et par exemple, également dans le Saint-Laurent, on a navigué cet été à cause des forts courants. On a aussi une zone un peu grise qui parfois nous remet en doute la validité des échantillons à cause des forts courants. Donc ici, c'est l'ensemble de notre voyage. On peut voir que tous les points roses, c'est un échantillon qu'on a pris. Là, c'est assez dense, donc on ne voit pas si bien que ça. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Ensuite, Aline va vous parler de la sensibilisation. Je vois qu'il y a des petites questions. Je vais peut-être y répondre avant. Avez-vous des chiffres de combine de particules? De combien de particules on retrouve par X litres? Donc ça, on peut le voir sur la carte qu'on vous avait montrée plus haut, donc celle-ci. Donc ici, c'est les couleurs montrent la concentration en pollution microplastique. Après, ça, on ne vous a pas expliqué, mais OceanEye, en fait, il crée cette carte avec tous les données que leurs bateaux bénévoles leur envoient et qu'ils analysent dans leur laboratoire. Et ensuite, ils envoient les données à l'ONU
aux Nations Unies qui vont créer une énorme database où tout chercheur, universitaire, toute personne qui a besoin d'avoir des données concrètes sur la pollution plastique peut aller chercher. Donc, c'est vraiment une open database mondiale auquel on participe. Voilà, et donc la carte qu'on vous propose là, en fait, c'est une carte un peu vulgarisée. Et puis pour les chercheurs, là, ils ont, puisqu'on demande du nombre de particules, les chercheurs, ils ont accès évidemment à toutes les données beaucoup plus précises. Donc en fait, il existe différentes familles de microplastiques qui sont les plastiques durs, les films plastiques, les mousses, donc tout ce qui est expansé. J'en oublie un encore, ça me reviendra. Et en fait, ces 4 familles-là, en fait, pourquoi est-ce que ça crée des microplastiques? Puisque c'est une autre question que j'ai de Juliette. D'où viennent ces microplastiques? En fait, tous ces microplastiques viennent majoritairement de la Terre. Donc, il y en a qui ont peut-être déjà vu des inscriptions sur les avaloirs dans la rue où il est marqué « La mer commence ici ». En fait, dû au ruissellement de l'eau, tous les déchets plastiques, la grande majorité, vont un jour finir charriés par les cours d'eau dans une rivière, puis un fleuve, puis un océan. Et puis, parfois même, vont passer d'un océan à l'autre. Et puis, tous ces microplastiques, à la base, étaient des plus gros plastiques qui, avec l'effet du temps, vont se dégrader. Donc, il y a le rayonnement du soleil, mais il y a aussi le vent et les vagues qui vont un peu éroder ces plastiques et puis les couper en morceaux de plus en plus petits. Je pense que tout le monde ici a déjà vu un plastique qui était resté longtemps au soleil. Il se craquelle, il se fissure. Et puis, il se désintègre et puis c'est comme ça qu'il finit dans l'eau. Mais je laisse Aline vous parler de notre projet de sensibilisation. Donc, notre deuxième objectif, c'est la sensibilisation à la pollution plastique. Alors, il y avait plusieurs éléments. Donc, on a commencé déjà avant notre départ et puis pendant notre voyage à faire des conférences, à faire en sorte qu'il y avait des articles de presse qui parlaient de notre projet, à faire beaucoup de conférences Zoom comme ce soir parce qu'avec la pandémie, c'était parfois compliqué de rassembler du monde. Et puis, on essaie aussi de sensibiliser avec des images qu'on prend pendant notre voyage. Donc, celle à gauche en haut, vous pouvez voir une bouteille d'eau qui flotte. Et en fait, ça, c'était au plein milieu de notre traversée des Antilles vers New York. Donc, ça faisait une semaine qu'on naviguait et on était au centre de cette gire, justement, dont Damien vous a parlé. Et en fait, on voyait, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc la mer était très plate et donc on voyait bien les déchets qui flottaient et on croisait des bouteilles en plastique, des bidons, des sacs, toutes les X heures. C'était assez affolant. Et puis à droite, c'est une plage dans les Canaries où il y avait juste des millions de petits morceaux de plastique partout. Ensuite, on essaye de faire des actions concrètes aussi. Au tout début de notre voyage, on était sur une magnifique plage en Angleterre et il y avait plein de déchets plastiques. Donc, on s'est fixé un nouveau challenge supplémentaire et on s'est dit qu'à chaque plage où on passait, on prendrait au minimum 5 minutes pour ramasser des déchets. Donc, parfois, on y passait 5 minutes parce qu'on était pressé et puis parfois, on restait tout l'après-midi. Et puis, c'est assez affolant de réaliser quand on fait attention à ça, qu'en fait, sur toutes les plages où on est passé depuis un an, il y avait de la pollution plastique. Oui, j'aime bien reprendre une phrase de notre ami Gaël qui est là ici. C'est que quand on est dans le milieu marin, on peut avoir 3 impacts. Soit un impact négatif sur notre milieu, c'est-à-dire qu'on le pollue, soit un impact neutre, soit un impact positif. Et donc, simplement en ramassant les quelques déchets qui sont autour de nous, je pense que chaque plaisancier a un peu son rôle à jouer pour déjà limiter son propre impact avec son bateau, mais aussi essayer d'avoir un impact positif sur le milieu, qui est un peu notre mission à tous de rendre les plages et les zones de navigation plus propres que ce qu'elles étaient avant.
Et puis en Martinique, on a fait toute une semaine de sensibilisation avec 5 écoles différentes. Donc, on a chaque fois été dans leur classe, leur présenter notre projet et la problématique de la pollution plastique. Et puis, ils sont venus à bord de notre voilier Sanzaru en restant à quai parce qu'ils étaient beaucoup. Voir le bateau, on leur a montré le filet d'échantillonnage en vrai, on leur a aussi expliqué des éléments comme l'énergie à bord, savoir ne pas gaspiller de l'eau, ne pas gaspiller de l'électricité, etc. Et c'était assez génial comme expérience, tant pour eux que pour nous. Puis pendant le rallye croisière, on a eu la chance de pouvoir présenter notre projet à une des soirées. Et puis avant ça, on avait organisé un grand ramassage de déchets sur la plage avec les participants du rallye croisière. Et ensuite, en début septembre, on a été à l'université de Chicoutimi dans la chaire éco, présenter aux élèves notre projet. Et puis, ils sont également venus à bord. On leur a présenté le filet, notre hydrogénérateur et des éléments un peu plus complexes qu'aux élèves en Martinique. Et puis enfin, jusqu'ici, on vous a beaucoup parlé du projet Ci de plastique, mais on a quand même traversé, on a fait des traversées sur plus de 11 000 milles nautiques en 14 mois. Le premier défi, ce n'était pas spécialement de naviguer, c'était déjà d'avoir un bateau pour naviguer. Comme à l'époque, ça ne s'est pas amélioré depuis, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. On a acheté le bateau qui nous semblait le plus solide pour le meilleur prix qu'on pouvait avoir. Du coup, il avait besoin d'énormément d'amour. Donc ici, on peut comparer la photo entre l'achat et puis après lui avoir donné un peu d'amour. Et puis, ça a continué par tout ce qui est état des boiseries qui étaient dans un très mauvais état, qui étaient pourries parfois. On lui a donné un petit coup de jeunesse. Et puis ensuite, on a refait l'entièreté de l'électricité du bateau, puisqu'il y avait tous des câbles qui étaient mal isolés ou des circuits qui étaient potentiellement dangereux pour notre expédition, puisque vu les distances et puis les endroits très isolés où on était, on avait envie d'avoir un bateau qui était sécuritaire pour naviguer. Et puis, forcément, tout au long du voyage, il a fallu surveiller et puis maintenir tous les équipements de bord. Donc, notamment après la transat, vous voyez qu'il y avait un étai qui commençait à nous lâcher doucement. Un haubans, pardon. Un haubans qui commençait à nous lâcher doucement. Et puis, le moteur qui, comme tous les vieux bateaux, ont un peu fait ses soucis, etc., etc. Et puis, on a eu cette fameuse traversée de l'Atlantique où le deuxième jour, notre pilote automatique nous a dit qu'il en avait un peu marre. Il commençait à avoir vraiment des pièces qui étaient en mauvais état. Du coup, heureusement, on était avec 2 autres amis. On a pu se relayer à 4 pour tenir la barre 24 heures sur 24 pendant les 3 semaines de la traversée. Du coup, c'était une expérience vraiment unique dans des vents assez forts. Et puis une autre grande traversée, ça a été la traversée de Saint-Martin vers New York, qui a duré 14 jours en mer. C'est pas anodin. Et puis là, on se rapproche de plus en plus du Québec. On est rentré dans New York en bateau. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour nous qui sommes Européens et qui vivons ça comme un rêve très lointain et éloigné. Ensuite, on a pu remonter la Hudson River jusqu'au lac Champlain et puis atterrir à Sorel, remater le bateau. Et puis, tout ça dans un temps record pour être à temps pour participer au rallye croisière, puisqu'on a eu pas mal de challenges administratifs pour passer la frontière dans cette période troublée. Voilà, et puis après, cet été, on a eu l'occasion de participer au rallye croisière qui était assez extraordinaire. Et puis après le rallye croisière qui a lieu entre Québec et Rimouski, on a été jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, et puis en revenant par la côte nord jusqu'à cette île, et puis retour jusqu'au Québec, là où le bateau est hiverné
pour le moment. Et puis, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on ne va pas s'arrêter au Québec à vie. Au printemps, on est reparti et Aline va vous parler du retour. Là, on s'est installé à Montréal l'hiver, le temps de renflouer un peu les caisses et d'attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Et puis, on a deux options. L'option initiale était de retraverser vers les Açores, donc c'est environ 2 semaines, et puis après, retourner vers la Belgique. Mais il y a quelques mois, étant aux îles de la Madeleine, on a réalisé qu'en fait, l'Islande et les Açores étaient plus ou moins à équidistance d'ici. Et on s'est dit, ah, mais pourquoi pas passer par le Groenland, Islande, îles Féroé, etc. Donc, ce serait l'option numéro 2 qui nous permettrait de passer par des lieux plus isolés et donc récolter aussi des échantillons de microplastiques plus rares et plus compliqués à récolter. Alors, après, il y a quand même, c'est un défi un peu plus grand de passer par le nord parce qu'il fait plus froid, parce qu'il y a des petits icebergs et des choses comme ça. Donc, on est encore un peu en train d'analyser tout ça. Et puis, budgétairement parlant, il faudrait qu'on installe un radar qu'on n'a pas encore, peut-être un protège-étrave et des choses comme ça. Donc là, on commence notre recherche de nouveaux sponsors qui voudraient nous aider à traverser par le nord pour l'été prochain. Puis, on aime bien terminer par quelques petites phrases. Donc, il y a plus de 5 trillions de morceaux de plastique qui flottent déjà dans nos océans. Dans le monde, il y a près de 1 million de bouteilles de boissons en plastique qui sont vendues chaque minute. Il y a seulement 1/3 des déchets plastiques présents dans l'océan qui flottent à la surface et les deux tiers restants envahissent les fonds marins. Il y a 94% des espèces vivantes qui ont leur maison dans l'océan. Il y a 70% de l'oxygène que nous respirons qui est produit par l'océan. Et puis là, depuis le début de notre présentation, il y a environ 500 tonnes de plastique qui ont fini dans l'océan. Donc, ça fait environ 9 millions de tonnes de plastique par an. Alors, on a fait beaucoup de films et de vidéos pendant 1 an et demi. Et ces derniers mois, j'ai fort travaillé pour créer un film d'1 heure qui retrace nos 15 premiers mois d'expédition. On a eu, là, on vient de rentrer pendant 1 mois en Belgique pour revoir nos familles et on a fait une avant-première belge qui a eu beaucoup de succès. Et grâce à Stratégie Nautique et la voilerie Max Marine à Québec, on vous prépare une avant-première québécoise de notre film le 18 décembre. On vient de créer un événement Facebook, donc il y a plus d'infos sur notre page. On espère vous y voir nombreux. Et puis ici, on termine toujours par tous nos partenaires qui nous soutiennent déjà. Je vois qu'on n'a pas encore rajouté Latitude Marine à Rimouski qui nous a grandement aidé pour s'acheter un chauffage, qui nous aidait beaucoup dans les eaux à Tadoussac et qui nous aidera sûrement si on part vers le nord. Puis voilà, quelques infos pour suivre notre projet, notre page Facebook, notre page Instagram, Site de Plastique. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question de mon ami Alain Brisebois qui vous demande si dans le fleuve, on a une idée de la pollution par le plastique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vos échantillons ont donné. Moi, j'ai peut-être quelques organismes à vous référer. Je vais vous mettre les liens dans le chat des organismes qui surveillent ça. Mais vous, ce que vous avez observé dans le fleuve, vous la comparez comment, notre concentration de microplastiques? Alors, pour l'instant, donc comme Damien avait expliqué, on a seulement les résultats de nos 13 premiers échantillons en Europe. Ah. Donc, on n'a pas encore le résultat des échantillons que nous, on a pris. Après, visuellement, bon, ça ne veut rien dire parce que les microplastiques peuvent être plus petits que visuellement. Mais visuellement, on n'en voyait pas tant que ça. Donc, on espère avoir des résultats assez positifs. Mais il y a un fait qui est intéressant. C'est que le Saint-Laurent, en fait, c'est la chasse des Grands Lacs, comme tout le monde le sait.
Et puis, il y a de nombreuses grandes villes américaines ou québécoises d'ailleurs qui sont en amont. Et puis, faire des analyses d'eau dans le Saint-Laurent, c'est un très bon indicateur pour voir vraiment l'incidence de ces villes sur les cours d'eau. Du coup, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres initiatives québécoises pour analyser un peu cette pollution. Je sais qu'il y a le groupe de recherche, il y a un groupe de recherche, ça s'appelle Mérinov, qui sont situés entre autres en Gaspésie, mais qui se promènent un petit peu partout dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent, qui font des recherches en ce moment, non seulement uniquement sur la présence de microplastiques dans les eaux du fleuve, de l'estuaire et du golfe, mais aussi sur la présence de microplastiques dans les poissons et les fruits de mer. Donc, Mérinov, à la base, c'est un groupe de recherche qui est très près des sciences des pêcheries. Et puis, ben oui, on se rend compte que non seulement il y a des microplastiques dans le fleuve, mais il y en a dans le poisson et les fruits de mer qu'on mange. Donc, il y en a dans notre corps aussi. C'est tout étroitement relié, tout ça. Je vais vous mettre aussi le lien vers Mérinov pour ceux. C'est un peu de la science fondamentale, en ce sens que, tu sais, c'est pas, je pense que c'est pas aussi bien vulgarisé que dans le cas de Mission 100 tonnes. Mais clairement, Mérinov, c'est des données intéressantes. Puis ça, c'est l'avant-plan de la recherche au Québec dans ce domaine-là. Il y a aussi des chercheurs à l'Université Laval et à McGill qui caractérisent tous ces microplastiques-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'interagir avec ces gens-là. Damien et Aline, pas encore, pas trop. Non. Bah, on vient de se poser parce qu'en navigation, c'est plus compliqué de prendre des contacts. Je vois que je vais juste vous encourager, en fait, si vous avez des questions, parce que là, on essaye d'être assez concis pour que vous n'endormiez pas tous derrière votre ordinateur. Mais si à certains points de notre aventure ou de notre projet qui n'ont pas été clairs, n'hésitez pas à poser, ou bien même si vous avez une question un peu extérieure, n'hésitez pas à la poser parce qu'on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre votre caméra, comme ça on voit votre tête. Ben moi, tout de suite, pour casser la glace, j'ai une question pour vous. Je vois votre parcours par le Nord. On a eu l'occasion d'en discuter tous les trois déjà dans le passé. Moi, je suis un petit peu curieux de savoir qu'est-ce que vous appréhendez ou quelles sont vos inquiétudes par rapport à ce grand défi-là? Parce que il n'y a pas beaucoup de navigateurs qui s'attaquent à ce genre de navigation-là. Puis bien que vous ayez de l'expérience puis que vous soyez super compétents tous les deux, j'imagine qu'il y a des petites choses qui vous empêchent de dormir la nuit ou qui vous font vous gratter la tête. C'est quoi le top 3, mettons, de vos appréhensions pendant cette traversée difficile? On peut chacun en dire. Moi, je dirais que peut-être mon inquiétude actuelle, c'est de savoir est-ce que notre bateau Sanzaru, un bateau de 10 mètres en polyester, avec nous deux qui n'avons jamais navigué dans ces eaux-là, est-ce que c'est se mettre trop en danger pour rien ou pas, sachant par exemple que notre moteur n'est pas le moteur le plus puissant, quand il y a des forts courants et tout ça, et c'est pas un atout, un point fort de notre bateau, disons. Il marche bien, mais il va pas très vite. Et puis, je me rends pas là, on vient de vivre 3 étés parce qu'on est parti en été, puis on a fait l'hiver aux Antilles, puis on a fait l'été québécois. Maintenant, si on part par le nord, on s'en va pour 3 hivers, l'hiver québécois, l'été dans le nord et puis l'hiver belge. Et je me demande un peu sur notre petit bateau, pas isolé. Heureusement, on a installé un chauffage cet été grâce à Stratégie Nautique et Latitude Marine, mais est-ce que tout ça, est-ce que c'est réalisable raisonnablement? À toi? Alors, de mon côté, je pense que l'envie, elle grandit de plus en plus parce que quand on voyage pendant des grandes périodes comme ça, on se pose beaucoup de questions sur notre place dans le monde. Et puis, les moments les plus extraordinaires, en fait, c'était chaque fois les moments où on était le plus isolé de l'humain, le plus isolé
de la civilisation. Puis ça donne envie d'aller dans des zones qui sont vraiment sauvages. Et puis, c'est très chouette, ça donne envie. Mais en cas de souci, on est vite livré à nous-mêmes. Et puis être livré à soi-même sur un bateau, ça va. Mais être livré à soi-même dans des eaux froides, c'est quand même un autre délire. Et puis, il suffit qu'il y ait un petit morceau de glace, pas besoin que ce soit un énorme iceberg, qu'on le touche une fois et puis l'aventure peut s'arrêter d'un coup si on le tape un peu trop vite ou qu'on n'a pas anticipé le coup. Et puis, tout ça s'apprend et on n'est pas encore au top niveau, Niveau iceberg. niveau iceberg. Mais bon, il faut quand même bien s'y mettre un jour si on veut vivre ses rêves. Du coup, Pour on va tout faire l'instant, on se laisse jusqu'au début avril pour décider. En fait, avant début avril, on va pas acheter de radar ou pas rien s'investir financièrement. Donc, on pourra toujours changer d'avis. Pour l'instant, on s'attend vers... on va tout faire pour passer par le nord. Mais s'il faut qu'on passe par les Açores, ça sera pas mal aussi, quoi. Je vois une question de Juliette qui demande si on a pris plusieurs échantillons dans le fleuve Saint-Laurent et pourquoi c'est si long d'avoir des résultats. Juliette, merci pour ta question. Et puis, pourquoi est-ce que c'est si long d'avoir des résultats? Premièrement, parce que déjà, on garde les échantillons sur notre bateau pour pas faire un envoi postal à chaque échantillon entre l'emplacement du bateau et Genève en Suisse. Et du coup, on attend d'en avoir un petit paquet pour les envoyer soit via une visite qu'on a qui peut la ramener vers l'Europe, soit d'en avoir plusieurs. Et puis, en fait, c'est long parce que la société qui analyse ces échantillons, en fait, c'est aussi une société sans but lucratif qui, eux, fonctionnent sur des dons. Et du coup, ils n'ont pas les moyens d'engager plus de personnel pour analyser ces échantillons. Il faut savoir qu'un échantillon prend entre 6 heures et 2 jours à être analysé. Pourquoi est-ce que c'est si long? Parce que chaque particule qui est présente dans la chaussette est triée et puis analysée au microscope. Et puis donc, ça prend un temps considérable pour analyser tout ça. Et puis, autre chose, c'est qu'on n'est pas les seuls bateaux qui travaillent pour Ocean Eye. Ils ont d'autres bateaux bénévoles qui leur fournissent des données. Et puis, donc, il n'y a pas que nos échantillons à analyser. Donc... Puis là, on a envoyé la semaine passée les échantillons du Saint-Laurent, donc c'est normal qu'ils ne soient pas analysés. Good, intéressant. Il y a Alain Brisebois qui nous demande le nombre de jours de navigation. J'imagine qu'il parle spécifiquement pour votre transat. C'était 14 pour Saint-Martin, New York. Bravo, vous n'avez quand même pas traîné de la patte. Mais pour votre transat, vous avez eu du vent soutenu, 22 jours. Depuis les Canaries. OK, excellent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Alain, ou si tu voulais le nombre de jours de navigation depuis qu'ils se sont rencontrés ou depuis Bruxelles ou depuis quand, mais j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas un décompte précis. Je pense que j'avais compté qu'on avait fait 58 nuits de navigation sur l'année. Après, les jours, ça, je n'ai pas compté. Les jours, on ne les compte plus. Non, et pour la transat, il faut savoir qu'en partant des Canaries, il y a plus ou moins une semaine qui sert à descendre plein sud jusqu'à la latitude approximative du Cap-Vert. Et puis 2 semaines pour aller plein ouest, direction les Caraïbes. Et puis, c'est à 18 à 20 degrés de latitude nord, pour ceux qui sont intéressés par les transatlantiques des Canaries vers ici. De 18 à 20 degrés, c'est là où on a en quelque sorte contourné l'anticyclone des Açores. Et donc, on se retrouve aux latitudes des Alizés. On a des vents constants relativement stables. Aussi, il fait plus chaud. Donc, ça devient des conditions de navigation plus intéressantes malgré les grains. Je sais que vous vous êtes fait payer la traite de grains à ces latitudes-là, j'imagine. Ouais, c'était intense. Mais on a rencontré d'autres navigateurs qui avaient quelques jours de décalage sur nous, qui ont eu, par exemple,
un grain ou 2 grains sur leur transatlantique. Alors que nous, ça nous arrivait des nuits avec 7, 8, 9, 10 grains par nuit. Et puis là, quand on a 25 nœuds constants et puis que 10 fois sur la nuit, il faut aller prendre le riz 3 ou affaler complètement la grand voile, ça devient des nuits qui ne sont pas très reposantes puisqu'on entend le bateau qui surfe les vagues et puis on a toujours envie d'appuyer sur le frein, mais le bateau, parfois, il a une puissance qui est contrôlable, mais qui reste impressionnante. Et du coup, oui, c'est pas toujours reposant, mais c'est comme ça qu'on progresse aussi en voile, puisqu'on n'a jamais fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet ou même en général sur nos navigations? On peut ouvrir aussi les questions. Si parmi vous, c'est tout ça, la conférence de Damien et Aline, elle est née autour de l'organisation du rallye. Je sais que parmi ceux qui sont présents dans le meeting, il y en a plusieurs qui ont partagé cette expérience-là avec nous. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le rallye croisière ou par la navigation en flottille et qui ont des questions, je pense que ça peut être une opportunité pour nous d'y répondre aussi, tout comme le visionnement du film d'Aline à la voilerie Max Marine, pour ceux qui sont dans la région de Québec, le 18 décembre. C'est tous des moments où est-ce que on est heureux de répondre à vos questions et puis de vous parler un peu de cet événement-là, là, qui est en train de devenir une tradition, en fait. Je vois que Sébastien pose une question. Sur quelle embarcation, chantier et modèle on navigue? Donc, notre bateau, c'est un Maxi 1000. C'est le chantier Maxi Yacht suédois. C'est pas super connu, même en Europe. Donc, il fait 10 mètres, 33 pieds et en polyester, monocoque. Voilà. Voilà, ouais. La taille de 32 pieds nous correspondait pas mal parce qu'en fait, en naviguant la plupart du temps à deux et puis parfois avec un ou deux amis maximum, on reste dans un rapport taille versus coût raisonnable qui nous permet quand même de traverser des océans. Et il y a certaines personnes qui nous ont dit que sur un 33 pieds, c'était pas assez, qu'il fallait 40 pieds minimum, etc. Mais c'est pas vrai. Peut-être qu'on va un petit peu moins vite, mais quand on a le temps et qu'on règle bien ses voiles, ça passe. Et puis, un bateau de 33 pieds, ça permet aussi de rester dans des coûts qui sont raisonnables, enfin, ou raisonnés, on va dire. Parce que tout le monde sait ici que les bateaux, c'est pas grand-chose de raisonnable, c'est plus de la passion. Du coup, voilà, on reste dans une catégorie qui nous permet de continuer le voyage plutôt que de devoir arrêter par manque de financement, ce qui est toujours un peu dommage ou contraignant. Même si là, on s'arrête pour travailler, mais c'est voulu. Moi, j'invite les gens, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et les poser directement. Des fois, c'est plus facile d'interagir en parlant que d'écrire. Moi, j'aurais une question. Vous établissez à combien vos coûts de la traversée que vous avez fait puis de tout le travail que vous faites depuis 1 an et demi que vous êtes parti? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas fait un total de tout ce qu'on a dépensé, sinon je pense qu'on arrêterait. Mais on a acheté notre bateau à 20 000 euros. On a mis presque 30 000 euros de frais et réparations pendant 1 an pour le retaper. On peut peut-être dire combien ça fait en canadien? Ouais, ça fait 45 000 Canadiens de frais, ouais. Avec lesquels on a... Et 30 000 d'achats. Et 30 000 d'achats. Et puis, ça paraît énorme, mais on avait envie de partir avec un bateau en état parce que si on doit s'arrêter en cours de voyage pour réparer, de 1, c'est plus cher, et puis de 2, on coupe le voyage et puis on doit s'arrêter parfois 1, 2, 3 semaines. Et puis ça, on avait envie d'éviter à tout prix parce que il y a déjà la météo qui est assez contraignante. Et puis
puis, il nous fallait un bateau en état. Ouais. C'est une petite parenthèse. Je laisse Aline continuer sur le budget. Et puis, niveau budget, on a réussi à plus ou moins... on s'était fixé 1 000 € pour tous, nous deux, le bateau, par mois. Donc, ça fait 1 500 $ canadiens. Pour tout, quoi. Même les grosses réparations de temps en temps. Je pense qu'en Martinique, quand on a dû remplacer nos haubans, qu'on a changé l'hélice, qu'on a dû remplacer des drisses, etc., on a un peu dépassé le budget. Mais sinon, en général, on a réussi à tenir ça. Donc, ouais, je ne sais pas combien ça fera au total, mais ça fait environ. C'est le budget par mois qui est intéressant. Avec 1 500 Canadiens pour 2, pour 3 avec le bateau et les marinas, on s'en sort. On ne peut pas faire des restaurants tous les jours. C'est peut-être 1 fois par mois, mais... Et encore, ça dépend de où on vit. Quand on a la visite de la famille. Et puis, on reste le plus possible au mouillage aussi. Dans les Antilles, ça, c'est vraiment facile d'éviter les marinas. Dans le fleuve, c'est parfois plus compliqué. Mais ouais, voilà, je pense que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je me demande, vous avez choisi un bateau qui a quand même un profil assez performant, une quille assez profonde, un bout dehors en avant, un gréement fractionnel. Est-ce que si c'était à refaire, vous iriez avec un bateau plus confortable, avec un bateau qui est comme ça, un compromis performance croisière, ou avec un bateau encore plus orienté performance? Moi, j'adore notre bateau. Je trouve que pour ça, il a un équilibre vraiment chouette parce qu'on est très bien dedans. Mais avoir moins de confort à l'intérieur pour un voyage si long, je pense que pour moi, personnellement, ce serait plus difficile. Mais ça, on ne vous a pas dit, en fait. Donc, Damien, lui, il fait de la voile depuis toujours. Mais moi, j'en fais que depuis 5 ans. Et je trouve ça chouette de continuer à apprendre. Et avec notre bateau, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas un vieux camion de 3000 tonnes à tirer, quoi. On peut un peu s'amuser avec. C'est pas Gravelax, mais on sait quand même faire des bonnes régates. Donc ça, c'est chouette. Après, par exemple, le bout dehors, on l'a installé. C'était une des améliorations. Il n'était pas là avant. Ah, OK. On a fait nous-mêmes. Et Dame, je ne sais pas toi, ce que tu penses. Oui, c'est ça. En fait, c'est une des questions, je pense, les plus fondamentales avant de partir en voyage. C'est se poser la question de quels sont nos besoins et nos envies. Et puis, il y a beaucoup de gens qui achètent un bateau presque uniquement sur base de son prix ou de son confort. Mais si on regarde un peu plus largement et qu'on voit un peu tout ce qu'on pourrait prendre en compte pour l'achat d'un bateau, chez nous, ça avait quand même une importance d'avoir un bateau qui soit marin, qui sache avancer, avec lequel on puisse se faire plaisir, que le plan de voilure, ce ne soit pas juste un moteur de péniche, mais que ce soit aussi un bateau avec lequel on puisse prendre du plaisir, s'amuser. Et puis, comme disait Aline, on a ajouté par exemple un spi asymétrique qui n'existait pas en fait de base sur ce bateau. On a ajouté un bout de dehors, on a fait quelques modifications, mais ça nous a permis en fait, quand on navigue juste à nous deux, de pouvoir naviguer. Quand on navigue à 2 sur des longues distances, on n'est qu'à 1 en fait, puisque l'autre dort pendant que l'autre navigue. Ça permet de faire du spi seul en fait, en restant sécuritaire, puisque un spi asymétrique est plus facile à régler qu'un spi symétrique. Et puis on a pris aussi une option qui coûte un petit peu d'argent, mais qui est vraiment intéressante, qui est la chaussette de spi. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire des manœuvres sous spi en solitaire. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une chaussette de spi, mais c'est une sorte de chaussette qui permet de refermer le spi et d'enlever toute sa puissance avant de l'affaler. Ce qui permet que moi qui, par exemple, n'avais quasi jamais fait de spi avant de partir, maintenant, pendant la transat, j'y sais et j'affalais le spi toute seule pendant que les mecs dormaient. Donc, c'est quand même quelque chose qui aide vraiment beaucoup quand on est en solitaire ou en duo pour naviguer sous spi, je trouve. Ouais.
Ouais. Donc, tout ça, c'est des choix qui ont été faits. Et puis, je suis content de ne pas avoir un bateau qui a vraiment une péniche de transport fluvial ou océanique pour naviguer. Et puis, à chaque navigation, dès qu'il y a un petit peu de brise, eh ben, on a des sensations à naviguer. Et puis c'est pour ça qu'on est passionné par la voile, c'est pour se sentir vivre. Du coup, on est très content de notre bateau. Ouais. S'il y en a. Bonsoir à vous deux. Ah, est-ce que vous aviez un routeur météo ou est-ce que vous regardiez la météo par vous-même? Ah, c'est une question intéressante, ça, Antoine. Pendant notre transat, on avait, en fait, on a un couple d'amis qui réparaient leur bateau en même temps que nous à Bruxelles. Donc, ils sont partis à quelques semaines de décalage et qui ne faisaient pas la traversée de l'Atlantique en même temps que nous. Donc, c'est eux qui nous faisaient un peu notre météo. Ils nous faisaient pas vraiment de route. Si, ils faisaient aussi le routage quand même. Ils nous envoyaient des fichiers météo réduits, comme ça, c'était plus facile à télécharger via notre téléphone satellite. Et puis, ils nous donnaient des points à viser. Après, on réanalysait nous-mêmes la météo et on changeait aussi en fonction de comment on vivait la traversée sur le bateau. Par exemple, comme on avait vraiment des vents très forts, on avait très peur de l'empannage et donc on n'a pas fait du vent arrière pur. On faisait Du largue. du largue. Et donc on faisait des zigzags un peu au lieu d'aller tout droit. C'est des éléments que ça, on prenait en compte nous-mêmes à bord avec la situation à bord. Ouais. Et puis après, pour la remontée vers New York, là, allez, on s'était un peu amélioré en fait dans tout ce qui est routage. Et puis, notre compréhension s'était améliorée. Et puis là, on utilisait un logiciel qui s'appelle SquidX. C'est un logiciel de routage qui coûte vraiment pas très cher, sur lequel il y a moyen de jouer sur beaucoup de paramètres et puis de faire tourner différents routages. Et puis, en fait, ce qui est vraiment pas mal, c'est que tous ces routages-là sont accessibles avec l'Iridium Go, donc avec un très faible débit Internet. Et en fait, ça fonctionne un peu différemment que des routages classiques. En fait, on envoie une requête via le logiciel sur l'ordinateur depuis le bateau. Et puis, tous les routages sont calculés sur un serveur situé je ne sais pas où dans le monde. Et puis, en fait, ce qui transite, c'est uniquement la route, le résultat en fait, du routage. Et donc, ça permet de faire des fichiers qui font à peine quelques octets et puis qui nous permettent de faire une route vraiment pertinente, et puis parfois de faire tourner plusieurs routages avec des paramètres légèrement différents, notamment le ratio de vent qu'on peut mettre à un pourcentage plus ou moins élevé par rapport à la prévision. Donc tout le monde sait que par exemple quand on navigue, ben, souvent il y a un peu plus ou un peu moins de vent qu'annoncé. Ben là, on faisait tourner un routage avec, je sais pas, par exemple 15% de vent en moins que ce qui était annoncé, et un second routage avec 15% de vent en plus. Et donc, en voyant les deux routes qui étaient un peu différentes, eh ben, on pouvait se choisir une route qui était la plus adaptée à notre bateau. Et puis, c'est quand même vraiment utile parce que en remontant vers New York, là, on n'a pas toujours eu des conditions très ventées. Et puis, ça a permis de continuer à faire de la voile un maximum euh, plutôt que de faire du moteur. Et puis, quand on fait de la voile, ce n'est pas le but de faire du moteur. Mais un bon routage nous a permis de vraiment optimiser notre route. Et puis, je pense que ça nous a coûté pour un mois l'équivalent de 9 euros. Du coup, c'est vraiment négligeable par rapport Ah à... ouais? Pas 30? Non, 9,90 € pour un mois. 30 € pour 3 mois, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Peut-être que je me trompe, mais ça restait vraiment accessible. Et puis, de toute manière, quand on fait une traversée océanique, je pense que tout le monde ne le fait pas, mais de plus en plus de gens prennent un Iridium Go, donc un téléphone satellite qui permet d'avoir aussi des données data, pas énormément, mais un petit peu. Et puis, ça permet d'aller un peu plus loin que juste faire une ligne droite. Du coup, c'est intéressant. Good, oui, effectivement, Iridium Go,
nous, pour aller dans le Pacifique Sud cet hiver, c'est sûr qu'on va avoir un Iridium Go à bord, même s'il y a des cartes SIM et tout ça près des îles. Je pense que d'avoir accès à des données météo puis être capable d'envoyer des messages au 21e siècle, c'est quand même pas un si gros luxe que ça. Puis c'est relativement abordable, ça aussi. Maintenant, Iridium Go, contrairement à ce qu'étaient les téléphones satellites il n'y a même pas 5 ans ou 10 ans, alors que c'était hors de prix, maintenant, c'est vraiment abordable. D'autres questions parmi l'assistance? Allez-y, soyez pas timide. C'est le moment. Good. Ben, en tout cas, si je ne vois pas d'autres questions qui affluent ou de micros qui se débarrent, mais si vous êtes intéressé à naviguer à bord de Sanzaru ou avec Damien et Aline, ben, maintenant qu'ils font partie de la flotte de stratégie nautique, on va les avoir pendant quelques semaines au printemps. Damien est instructeur de voile et puis on collabore ensemble à différentes formations, puis il offre aussi la formation sur son bateau. Et puis pour ceux parmi vous qui prévoient des grands voyages et puis qui veulent préparer leur bateau ou qui sont en processus d'achat ou de changement de bateau, ben, Damien et moi, on est là pour vous donner des conseils si vous êtes curieux de savoir ce qu'on pense de votre projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez au début de chacune des présentations de la CONAM les coordonnées de stratégie nautique pour nous trouver. Et puis, j'espère voir des membres de la CONAM en grand nombre à la projection du vendredi 18 décembre prochain. Samedi, pardon. 18 décembre prochain. Fait que je reste à l'écoute si vous avez des questions concernant le rallye. J'imagine que Damien et Aline vont être à l'écoute si vous avez des questions concernant leur présentation. Alors, Gaël, est-ce que tu peux nous parler un peu